Très bien. Bah, écoutez, on va se lancer tranquillement. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Claudine Segui, je représente le Fonds d'action québécois pour le développement durable aujourd'hui et plus largement, effectivement, le Fonds Éco-Leader. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On constate que vous aviez aussi autant hâte que nous à ce renouvellement. Donc, on est très heureux là, de pouvoir enfin l'annoncer et enfin relancer cette belle initiative. Alors, j'aimerais simplement, en commençant, remercier tous nos partenaires. Donc, on a des partenaires nationaux, des partenaires régionaux, avec le réseau des conseillers et des conseillères partout à travers la province. Il y a aussi effectivement toute l'équipe du FAQDD. Voilà, tout le monde a travaillé très fort pour vous permettre aujourd'hui de vous annoncer cette bonne nouvelle. Donc, je remercie tout le monde. On est beaucoup aujourd'hui. Alors, on a quelques consignes. Je sais que peut-être c'est un petit peu moins agréable ou du moins ça va restreindre un petit peu les questions puis les vidéos. Donc, c'est ça, le son, vos sons sont fermés, les vidéos aussi. Et puis, on va vous demander, s'il vous plaît, de communiquer avec nous dans le chat pour vos questions. Les questions, c'est des questions d'intérêt général, s'il vous plaît. On n'est pas ici pour répondre à un dossier spécifique, à une question que vous aurez sur votre dossier en cours, par exemple, ou sur un rapport final. On est vraiment ici pour parler des critères et notamment de ce qui a été modifié. Alors, s'il vous plaît, essayons de respecter cette consigne pour le bon déroulement des choses. Je vais répondre à quelques questions à la fin du webinaire. Je vais me laisser quelques minutes pour cela. J'ai des collègues avec moi qui vont avoir le chat sous les yeux, pouvoir répondre à des questions d'urgence, d'urgence, entre guillemets, j'ai pas entendu telle date, c'est quoi la date, c'est quoi cette phrase-là, je l'ai mal entendue. Ça, c'est des questions auxquelles on va pouvoir vous répondre, mais elles vont aussi extraire quelques questions pour la fin du webinaire. Alors, j'espère que ce sera satisfaisant pour vous quand même. Nous, on va prendre toutes vos questions, puis voir les plus pertinentes pour la fin du webinaire. La présentation est enregistrée, donc elle va pouvoir être consultable par la suite. Elle va être mise en ligne sur nos plateformes web, donc vous pourrez y revenir lorsque vous en aurez besoin. J'aimerais aussi vous dire que cette présentation, c'est un résumé du Fonds Éco-Leader. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissaient le Fonds Éco-Leader. Donc, on ne va pas revenir profondément dans les détails de ce qui est admissible, non admissible. Je vais faire une première partie survol pour quand même remettre en contexte pour ceux et celles qui nous rejoindraient depuis peu. Mais voilà, pour l'ensemble des détails, pour tout le monde, les guides du demandeur, le site web, tout sera mis à jour, toute l'information sera à l'intérieur de ces documents. Alors, allons-y. Tout d'abord, vous le savez peut-être, sinon je vous l'apprends, c'est une initiative conjointe de 4 partenaires principaux. L'initiateur du Fonds Éco-Leader, c'est le gouvernement du Québec, qui est donc représenté ici par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et un nouveau partenaire cette année, pour la prochaine année, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est un nouveau partenaire principal qui s'ajoute. Le coordonnateur national de cette initiative, c'est le Fonds d'action québécois pour le développement durable, responsable aussi du programme de financement, programme de subvention de ce fonds. L'animateur du réseau de conseillers et de conseillères, donc à travers la province, c'est le Centre québécois de développement durable, partenaire aussi depuis le début. Et le conseiller autour de la table en technologie propre, donc le spécialiste, c'est Ecotech Québec. Donc ce sont 4 partenaires principaux. Évidemment, le réseau des conseillers et des conseillères, c'est aussi des partenaires régionaux qui sont avec nous depuis le début. L'objectif principal du Fonds Éco-Leader, ce qui guide toutes nos actions, c'est d'orienter et de soutenir les entreprises dans l'amélioration de leur bilan environnemental, tout en augmentant leur compétitivité. Donc, on essaye de mettre en relation ces 2 éléments qui sont primordiaux pour les entreprises québécoises. Pour cela, pour atteindre nos objectifs, on a 3 leviers pour vous aider, pour aider les entreprises. Donc, comme je le disais, un réseau de conseillers pour vous guider, présents dans chacune des régions du Québec. Ils peuvent être 1 ou plus d'ailleurs, et ils sont là pour vous orienter vers les ressources disponibles.
vous avez une source de financement, donc le programme de financement, qui vient vous aider à engager un expert pour vous accompagner dans votre démarche. Et vous avez aussi un site web fourni avec un répertoire sur les experts, un répertoire d'experts qui peuvent vous accompagner, un répertoire sur les programmes de financement qui sont disponibles. Et vous avez aussi un blog pour trouver des idées de projets pour vous inspirer, mais aussi pour vous montrer ce qui est financé par le Fonds EcoLeader et donc pour avoir aussi des ressources pour mettre en œuvre vos propres projets. Si on revient sur le réseau de conseillers et de conseillères, ils ont vraiment le rôle de vous orienter, d'orienter les entreprises vers les meilleures ressources en fonction de leurs besoins pour favoriser la réalisation de leurs projets. Ils sont donc partout au Québec et ils collaborent avec leurs partenaires régionaux. Ils sont actifs sur le territoire, ils connaissent les enjeux aussi et donc ils sont là pour rester à l'affût des opportunités pour vous. Et on vous incite fortement à entrer en contact avec eux. Ils peuvent vous aider, si ce n'est pas auprès du Fonds EcoLeader que vous êtes qui est le mieux placé pour répondre à vos besoins, ils ont potentiellement d'autres ressources à vous apporter. Prenez contact avec eux, ce sont des bons alliés pour vous accompagner aussi. Le financement, donc c'est une subvention qui est disponible pour engager un expert, pour vous aider à adopter des pratiques d'affaires éco-responsables ou pour vous préparer à acquérir des technologies propres. C'est bien important, c'est une subvention pour engager une tierce partie dans votre accompagnement. Ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises mettent en place des mesures concrètes. Donc, on peut passer par différentes étapes, l'étude, le diagnostic pour savoir où vous en êtes dans vos pratiques, l'élaboration d'un plan d'action pour vous guider et aussi, le plus important, la réalisation de démarches d'accompagnement pour concrètement mettre en œuvre les actions prévues dans votre plan d'action. Alors ici, on a une présentation du financement. Aujourd'hui, si vous déposez un projet dans la catégorie adoption de pratiques d'affaires éco-responsables, vous avez accès à un budget de 40 000 $ maximum, un budget de subvention, un maximum de subvention, qui se décline donc jusqu'à 20 000 $ pour la réalisation d'études, d'analyses, jusqu'à 10 000 $ pour les plans d'action et jusqu'à 10 000 $ pour l'accompagnement dans l'implantation. Lorsque vous choisissez plutôt que votre besoin est dans la préparation à l'adoption de technologies propres, vous avez accès à une subvention maximale pour les études et les plans d'action de 45 000 $ et jusqu'à 15 000 $ pour l'accompagnement, ce qui fait un total de 60 000 $ par entreprise. Il y a un deuxième facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est que vous pouvez demander jusqu'à 75% des coûts admissibles du projet. Donc, c'est ce 75% qui prime, même si vous n'atteignez pas le maximum de 40 000 ou de 60 000, c'est ce 75%-là qui est prioritaire. Je vais faire une petite note à ce sujet. Ça, comme pour ceux qui seraient là depuis le début, vous voyez que ça n'a pas changé. On a introduit une exception. Je vais y revenir plus tard, mais gardez en tête que la majorité des cas, c'est ce financement-là qui est accessible. Deux définitions, vous en avez plusieurs dans les différents guides pour élaborer certains autres concepts, mais on veut simplement rappeler la définition d'une pratique d'affaires éco-responsable. Donc, c'est une pratique de gestion qui vise à améliorer la performance économique et la productivité de l'entreprise, tout en répondant à un enjeu environnemental. Donc, on veut combiner les deux. La technologie propre, c'est un bien, un équipement, un produit ou un matériau qui permet de mesurer, de prévenir, de limiter, de réduire ou de corriger les atteintes à l'environnement, y compris ce qui permet d'économiser les ressources et qui porte moins atteinte à l'environnement par rapport à sa contrepartie dans le marché. Alors, ces deux définitions globales, comme je le dis, vous en avez d'autres dans le guide pour plus d'informations. Vos projets, donc vous allez, en fonction de vos besoins, être catégorisés plus dans les pratiques d'affaires éco-responsables ou dans les technologies propres, mais il y a aussi des thématiques principales. Donc, il va falloir que vous choisissiez une ou plusieurs thématiques en fonction des objectifs de votre projet et de ce que vous voulez réaliser. Alors, pour en citer quelques-unes, vous avez la gestion des gaz à effet de serre, des matières résiduelles, l'efficacité énergétique ou encore le bâtiment durable. Il y en a 11 de disponibles. Donc, voilà, à vous de classer votre projet dans la bonne ou les bonnes thématiques. Et finalement, vous avez donc deux volets de projet. Un projet individuel d'entreprise, donc une entreprise qui dépose un projet
pour elles-mêmes parce qu'elles souhaitent répondre à des enjeux environnementaux spécifiques. Ou bien un volet 2, qui est un des projets de cohorte d'entreprises qui sont liés par un objectif commun, qui veulent mettre en œuvre une action commune, une ou des actions communes, pour soit adopter des pratiques d'affaires éco-responsables, soit se préparer à l'adoption d'une technologie propre, dans un contexte de partage d'expériences et de ressources. Je vais y revenir là-dessus, sur cet aspect de partage d'expériences et de ressources un petit peu plus tard pour mieux définir le volet 2. Alors écoutez, c'est une présentation, je conçois, assez rapide du fonds EcoLeader. Je pense que si vous êtes nouveau, nouvelle ici aujourd'hui, sachez que le réseau des conseillers et conseillères est là pour vous expliquer en détail ce qui peut être les organisations admissibles, non admissibles, les dépenses admissibles ou non admissibles également, les projets admissibles et non admissibles. Tout ça est détaillé dans le guide du demandeur, mais vous avez aussi accès au réseau des conseillers et des conseillères. Maintenant, ce qui concerne les nouvelles modalités. Donc, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, je veux simplement rappeler que toutes vos questions doivent être posées dans le chat, s'il vous plaît. Et la consigne générale, c'est des questions qui sont vraiment concentrées sur le programme. On ne viendra pas répondre à des questions spécifiques sur vos dossiers en cours, par exemple. Donc, les nouvelles modalités. Vous allez voir, on n'a pas révolutionné le fonds EcoLeader. On a changé quelques petits éléments pour favoriser des projets ayant un impact environnemental positif démontré. Alors, cette page vous présente globalement ce qu'on a changé. On va revenir sur chaque point par la suite. Tout d'abord, je vous disais dans les montants disponibles qu'il allait y avoir une petite exception qui seront donc les démarches globales de développement durable. On a reprécisé ce qu'on entendait par démarche globale de développement durable et démarche stratégique de développement durable. Donc, on va faire la différence entre les deux, mais ces démarches-là, rapidement, seront financées à 50% des dépenses admissibles. On a aussi maximisé le taux horaire des experts à 200 $ de l'heure. Alors, ça ne rend pas, si le taux horaire de votre expert, l'expert choisi est à 250, ça ne vous rend pas non admissible. C'est juste que, par exemple, s'il y a une centaine d'heures à 250 $ de l'heure, eh bien, on va recalculer pour 100 heures à 200 $ de l'heure maximum et donc réviser le montant de la subvention. Pour le volet 2, on est venu réduire le montant maximal par cohorte à 200 000 $, donc par cohorte. Si vous connaissez, si vous avez en tête les chiffres, on avait un maximum de 400 000 $ admissibles pour les projets de cohorte en pratique d'affaires éco-responsables et 600 000 $ pour les projets de préparation à l'adoption de technologies propres. On a réduit ce montant à 200 000. Les cohortes devront aussi rassembler un minimum de 3 entreprises jusqu'à 10. Et les coordonnateurs de cohorte auront l'obligation de contacter le conseiller ou la conseillère de sa région avant le dépôt du projet pour faire en sorte que les entreprises autour de la table sont vraiment conscientes de ce que veut dire s'engager dans une cohorte. Et puis, on va vous demander aussi, de façon un petit peu plus claire dans le formulaire, de faire la démonstration de l'efficience du projet, du pourquoi c'est une cohorte et des économies d'échelle. Alors, je reviens sur les items les uns après les autres. Ah oui, je voulais ajouter, pardon, qu'on avait ajouté une catégorie, on a aussi ajouté un poste de dépense qui va être des postes de communication. Si vous avez besoin, si votre entreprise a besoin de communiquer sur les nouvelles mesures, sur propager un peu la bonne nouvelle, on a ajouté un poste budgétaire là-dessus, sur le formulaire, qui va vous permettre d'attribuer 10% de ce volet communication à la subvention. Donc ça, c'est une nouveauté que vous allez retrouver dans le formulaire. Pour ce qui est des frais de matériel, de déplacement et de formation, rien n'a été modifié, c'est comme par le passé. Alors, les démarches globales de développement durable. On a défini une démarche globale comme dans le cadre du programme, selon les critères établis par le FAQDD, que c'est une entreprise qui favorise une démarche de façon prioritaire des enjeux sociaux ou économiques et qui n'inclut pas de façon très précise des enjeux environnementaux et qui donc n'inclut pas de retombées environnementales spécifiques. Donc, ce qu'on vient dire, c'est que ces démarches globales de développement durable, on les considère comme nécessaires, mais elles vont avoir accès à un financement moindre.
Pourquoi? Parce que les ministères, on veut avoir des données chiffrées, on veut des projets d'impact. Donc, on parle de diminution de GS, de matières résiduelles, de réduction de consommation d'énergie fossile, on parle d'augmentation de la recyclabilité d'un produit, on parle de production d'énergie renouvelable. On veut savoir quels ont été les impacts des projets. Donc, c'est comme cela qu'on veut susciter les entreprises à démarrer une démarche. Par exemple, une entreprise qui démarrait de zéro, qui n'a aucune idée de comment elle pourrait améliorer ses pratiques, qui veut d'abord avoir un portrait de la situation de ses pratiques avec un plan d'action associé, eh ben, on dit que c'est quelque chose qui est admissible à 50% de financement et elle pourrait revenir avec un projet plus construit, avec un potentiel d'impact environnemental significatif et avoir accès à la subvention globale de 75% des coûts admissibles. Maintenant, je vous disais en introduction qu'on a fait une distinction avec les démarches stratégiques de développement durable. La différence entre les deux, c'est que la démarche stratégique, elle intègre le développement durable dans l'ensemble du modèle d'affaires de l'entreprise, avec une vision transversale. Donc là, on vient vraiment s'assurer avec ce type de démarche qu'on a un engagement clair, on a une démarche structurée, on a une planification qui est adéquate avec un bilan, une stratégie et un plan d'action, qu'on a des aspects de mise en œuvre, de mesure de la mise en œuvre avec ses impacts et de reddition de comptes avec, vous savez, une boucle de rétroaction pour réévaluer et repartir sur un nouveau système s'il y a des changements à apporter. Donc, c'est vraiment la grande différence où la démarche stratégique va avoir au même niveau, si je peux dire, une vision environnementale, sociale, économique de gouvernance, plutôt que d'en favoriser un par rapport à l'autre. Donc, c'est la différence qu'on va faire si ces démarches stratégiques de développement durable sont présentées avec une structure et, comme je le disais, une vision transversale avec l'ensemble des volets du développement durable. Elle pourrait avoir accès à une bonification de 25% pour avoir le 75% de subvention des coûts, sur les coûts admissibles. Donc, c'est un peu la particularité, c'est quand même assez spécifique, mais voilà, c'est un des changements. Ensuite, deuxième changement par rapport à ces démarches de développement durable global, elles vont avoir accès à un maximum de 30 000 $ de subvention. Donc, 10 000 $ par catégorie de projet. Si je les répète, 10 000 $ pour le diagnostic, l'étude, 10 000 $ pour le plan d'action et 10 000 $ pour l'accompagnement. Ce qu'on veut aussi par ça, c'est vrai, il faut que je le mentionne, c'est qu'on veut que les entreprises comprennent que de se structurer puis d'avoir un premier pas dans la démarche de développement durable, c'est parfait. Mais nous, il va falloir aller plus loin. Donc, on veut les inciter à s'impliquer de façon active et donc d'avoir un projet qui est beaucoup plus structurant, peut-être par la suite. Si on passe au volet 2, le volet 2, on a réduit le montant maximum par cohorte à 200 000 $. Si vous faites, donc ça c'est pour des projets de cohorte, pratique d'affaires éco-responsables, ou technologie propre. Si un projet rejoint les deux, pratique d'affaires éco-responsables et technologie propre, le montant est augmenté à 300 000 $. On souhaite aussi imposer un minimum et un maximum de 10 entreprises, donc un minimum de 3 entreprises membres et un maximum de 10. Pourquoi? Écoutez, on a fait face dans la dernière année, quand même à des abandons d'entreprises, à des échecs de cohorte. Une chance, c'est les échecs qui n'ont pas été la majorité, mais on en a eu quelques-uns. On s'est rendu compte que, autant pour nous, FAQDD, que pour les coordonnateurs de cohorte, la gestion administrative de grosses cohortes, donc on parle de 12, 15, 20, on a eu 25 entreprises, 35 entreprises, ça demandait un lourd travail de reddition de comptes, de récolte des factures, de paiement. Donc voilà, on a voulu revenir, pour ceux qui sont là depuis le début, vous vous souvenez qu'on a commencé avec des cohortes de 10 entreprises, puis après on a ouvert, on revient à ces 10 entreprises maximum, parce qu'on veut aussi que le volet 2 soit mieux compris. On veut renforcer le lien entre les membres, on veut comprendre quelle est la valeur ajoutée du projet de se faire encore plutôt qu'individuellement. Et si on se rappelle l'objectif du volet 2, qui est donc la définition énoncée dans nos guides depuis le départ, si je la lis avec vous, c'est concrétiser des projets regroupant plusieurs entreprises donc pour les aider à adopter des pratiques d'affaires éco-responsables et se préparer à l'adoption de technologies propres dans un contexte de partage d'expériences
et de ressources. Et ça, on l'a un petit peu perdu au fil du temps. On s'est rendu compte que parfois, alors, ce n'est pas mauvais de rassembler des entreprises, les mettre ensemble, mais nous, le plus qu'on veut aller chercher, c'est qu'est-ce qu'elles peuvent s'apporter les unes aux autres, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en commun pour maximiser l'effet du projet, l'effet positif. Donc, c'est à garder en tête. Vous allez avoir dans les formulaires une question à ce sujet qui va être ajoutée. Deux autres questions qui vont être ajoutées qui viennent compléter ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on va vous demander de préciser les critères d'efficience et d'économie d'échelle. Ça aussi, c'est un élément qui s'est perdu dans le temps. Pourquoi la cohorte existe? Donc, parce qu'on veut qu'elle soit justifiée. Qu'est-ce qui met en lien les entreprises et comment on peut aller chercher des économies d'échelle? Alors, attention, l'idée, ce n'est pas de faire des cohortes, enfin des soumissions pour vous, experts qui êtes parmi nous, à rabais, j'ai envie de dire. C'est juste où sont les postes budgétaires que vous pouvez mutualiser? Est-ce qu'on parle des formations? On parle des déplacements aussi. Mais est-ce que ça peut être autre chose? Est-ce que certains outils peuvent être partagés ou du moins une portion de l'outil peut être réutilisée pour les autres entreprises? Donc, on veut revenir à cette essence-là. Puis, la deuxième question qui va vous être posée, c'est le lien entre les entreprises membres. Donc, est-ce que c'est un lien régional avec un enjeu régional, un lien sectoriel, donc des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, qui ont un même enjeu, ou sur une thématique précise? Est-ce que vous souhaitez parler d'économie circulaire tous ensemble? Est-ce que vous souhaitez parler d'énergie? Donc, voilà, vous allez devoir, dans le formulaire, préciser quel est le lien entre les membres et ajouter aussi la valeur, comme je le disais, la valeur ajoutée du projet. Pourquoi il se fait encore plutôt qu'individuellement? Quel est le petit plus que les entreprises vont venir chercher? Donc ça, c'est deux questions qui ont été ajoutées. Et la dernière obligation, la dernière modification, l'ajout qui a été fait au formulaire, c'est que le coordonnateur va devoir contacter le conseiller ou la conseillère de sa région pour que celui-ci entre en contact avec les entreprises membres. Pourquoi? Parce qu'on veut valider que les entreprises sont conscientes qu'être en cohorte implique un engagement. Il y a un allègement des responsabilités dans le sens où la gestion administrative va être partagée grâce au coordonnateur. Il va y avoir quand même une gestion qui va se faire en dehors de l'entreprise, mais elles sont responsables de mettre en œuvre le projet, elles sont responsables de participer au projet, de mettre à disposition des ressources qui ont du temps pour le faire, qui sont prêtes à répondre aux questions rapidement de l'expert ou du coordonnateur. Donc voilà, le conseiller ou la conseillère aura le rôle de valider cet intérêt. Est-ce que vous avez bien compris dans quel projet vous allez être impliqué et est-ce que vous êtes disponible? Temps, ressources, etc. Donc, le coordonnateur, il va prendre contact avec le ou la conseillère de la région et celui-ci donc va vérifier que tout est bien disponible dans l'entreprise et qu'elle a conscience de la charge de travail que ça peut impliquer. Donc ça, c'est l'ensemble des nouvelles modalités. Il y en a une autre, c'est parce que j'arrive à la fin de la présentation des modifications, j'ai quelques autres éléments ensuite, mais vous allez aussi avoir comme question, si vous souhaitez, en tant qu'entreprise, partager votre formulaire de demande, en fait, le dossier de dépôt avec le conseiller ou la conseillère de votre région. Donc ça, c'est une nouvelle question aussi. Pourquoi on le propose? C'est pour vraiment vous accompagner le mieux possible durant tout le processus. Donc, pas seulement au début pour vous renseigner, mais aussi tout au long du déroulement de votre projet jusqu'à la reddition de compte final. Donc, vous allez avoir une question. Si vous acceptez de partager votre dossier, ils et elles auront accès à votre dossier. Donc, formulaire de dépôt, soumission de votre expert et tout autre document de dépôt qui sont nécessaires. Donc, sachez-le, pensez-y, ça peut être un élément, un plus pour vous. Ici, j'ai voulu rassembler quelques éléments parce qu'on va beaucoup parler de dossiers complets, de qualité de projet, pour pouvoir avoir une analyse plus fine des dossiers. Donc, je voudrais revenir un petit peu avec vous. Qu'est-ce qu'on entend par déposer une demande complète?
Donc, le plus grand changement cette année aussi, un des plus grands changements, c'est que tout va être en ligne. Donc, le formulaire en ligne a été pensé pour limiter des oublis. Vous allez avoir des questions, je vais vous le montrer juste après, je vais vous montrer des petits extraits, mais vous allez avoir des questions obligatoires, vous allez avoir des listes de vérification et tout ça, mais il ne pourra pas tout vérifier. Donc, on veut, s'il vous plaît, que vous vous assuriez que ce qui est écrit dans le formulaire et dans l'offre de service, déjà, font du sens l'un envers l'autre, que c'est complet, que c'est clair et que c'est conforme aux exigences du fonds includeur, que vous avez bien tout renseigné. Notre conseil, c'est de préparer à l'avance votre demande parce que si vous l'avez compris, le formulaire PDF qu'on avait avant n'a pas nécessairement, enfin le nouveau formulaire en ligne correspond à l'ancien formulaire beaucoup. On n'a pas révolutionné les questions, on n'a pas tout changé toutes les questions, on est venu en préciser, puis on est venu en ajouter quelques-unes comme je vous l'ai présenté. Donc, vous pouvez déjà vous préparer pour compléter le formulaire en ligne. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez faire relire, vous allez avoir une option pour pouvoir enregistrer et partager votre formulaire. On va y revenir dans un petit instant. Donc ça, c'est une demande complète. Les documents qui vont avec votre demande, au-delà de la soumission et du formulaire, est-ce que vous devez fournir votre budget, votre plan d'affaires, votre budget pro forma parce que vous êtes enregistré depuis moins de 3 ans, par exemple? Est-ce que vous êtes une entreprise d'économie sociale? Donc, c'est toutes des questions que vous devez vous poser avant de déposer parce que tout va être inclus sur le web. Si le dossier est incomplet, donc malheureusement, quand on parle d'incomplet, c'est à la fois des documents manquants, mais c'est aussi des informations manquantes à l'intérieur de votre demande, donc dans votre formulaire. Il sera mis en pause et on va devoir faire un suivi avec le porteur de projet qui pourrait entraîner des délais de réponse. Puis, une autre demande sera analysée. On veut vraiment prioriser les demandes de qualité, donc qui ont été bien pensées et bien démontrées, avec les retombées, comme je vous le disais, environnementales, le plus quantifiées possible. Voici ce qu'on attend. Donc, comme je le disais, tous les documents nécessaires, un formulaire qui présente bien les objectifs du projet, les moyens déployés pour les atteindre et les retombées potentielles attendues. On sait que vous êtes parfois au début des projets, donc ça peut être du très potentiel. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que vous pouvez déjà anticiper certaines choses. Puis, vous devez aussi démontrer les garanties de réalisation du budget. Est-ce que c'est bien planifié? Est-ce que le budget est cohérent avec les activités puis le temps qui est nécessaire pour les réaliser? Est-ce que vous avez les ressources disponibles? L'offre de service doit être détaillée aussi avec une méthodologie qui est claire, qui est explicite et qui fait référence, dont les références sont citées. Est-ce que vous suivez une norme? Est-ce que vous suivez comment on appelle ça? Excusez-moi, j'ai perdu mon mot. Une certification, pardon. Est-ce que tout ça est bien précisé? Puis quelles sont les étapes de réalisation? Donc, pour faciliter aussi la communication entre vous et les analystes, vous, je parle entreprise expert, et puis les analystes du FAQD qui vont prendre en charge votre dossier. Assurez-vous que les personnes que vous nommez dans votre formulaire comme responsables du dossier sont vraiment disposées à répondre rapidement aux questions, qu'elles sont au courant du dossier, qu'elles connaissent le fonds EcoLeader et qu'elles peuvent rapidement prendre le relais sur le dossier. Je sais aussi qu'il y a des enjeux de main-d'œuvre et parfois du roulement de personnel. Assurez-vous que le dossier fonds EcoLeader, votre demande de subvention, suit à la nouvelle personne ou à une autre personne. C'est bien important. On se confronte beaucoup parfois à des personnes qui ont quitté. On sait que c'est votre réalité. S'il vous plaît, essayez d'anticiper ce genre de situation pour qu'on puisse communiquer rapidement et pouvoir continuer l'analyse rapidement de votre dossier. J'ai voulu, pour parler de ça, je suis désolée, c'est un petit peu peut-être plus négatif, mais j'essaie de vous donner des cues là, pour que que ça arrive le moins possible. Donc, très souvent, il nous manque le spécimen de chèque, on a du mal à l'avoir. Sachez que le formulaire en ligne va vous le demander. Donc, vous pouvez le préparer tout de suite. Il va vous le demander. Si vous ne le mettez pas, vous ne pourrez pas envoyer votre demande. Ensuite, la résolution ou la démonstration que la personne qui signe le formulaire est autorisée à agir au nom de l'entreprise. Ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé avec vous pour essayer de retrouver qui peut autoriser telle personne, qui va signer, qui va être notre interlocuteur. Donc, pensez-y bien. Problème d'identification de l'entreprise. Sachez que c'est le numéro d'entreprise du Québec, le NEC, qui fait office de démonstration que l'entreprise est bien existante, qu'elle a une adresse au Québec, et son nombre d'employés, ses différents établissements. Donc, si vous avez différentes adresses, nous nous fions au NEC. Donc, quand vous rentrez un NEC dans le formulaire, nous, on s'attend à ce que le nom de l'entreprise corresponde, l'adresse corresponde aussi.
Donc, faites attention à ce que vous entrez comme numéro d'entreprise, comme nom d'entreprise. Et le spécimen de chèque aussi doit référer à une entreprise, à une adresse, pardon, qui est inscrite dans le registraire sous le même numéro d'entreprise. Donc, je sais que c'est un petit peu peut-être compliqué, mais pour nous, le registraire des entreprises est votre carte d'identité, si je peux faire court. C'est vraiment qui dépose, où va se dérouler la demande et qui va être responsable du dossier, à quel endroit. Ensuite, pour le contenu de la demande, on en a quand même parlé longuement, mais je vous rappelle que les retombées potentielles doivent être identifiées et quantifiées le plus possible. Les livrables sont aussi quelquefois manquants. Qu'est-ce que l'entreprise va voir à la fin du projet? Est-ce que c'est un plan d'action? Est-ce que c'est des outils spécifiques? Et dans l'accompagnement aussi, je fais le lien avec les livrables, souvent on a une banque d'heures. Alors, elles sont tout à fait admissibles, c'est juste que, parce que je sais que parfois, enfin, nous savons parfois de savoir dès le départ ce qui va être réalisé concrètement dans l'accompagnement lorsque votre étude et votre plan d'action n'est pas fait, ça peut être compliqué. Par contre, sachez que l'accompagnement devra être justifié par un compte-rendu et par des livrables tangibles. Est-ce que vous pouvez répertorier la présence à des formations, à comment on appelle ça? Des comités de coworking, des choses comme ça. Est-ce que vous avez l'expert à développer des outils spécifiques pour votre entreprise? C'est des documents qu'on va vous demander pour pouvoir dire, OK, 60 heures étaient prévues pour l'accompagnement, eh bien, c'est justifié. Donc, sachez que ça, c'est des éléments les plus fréquents. Je vais pas tout répertorier. Après, on parle de la façon dont le projet est détaillé, tout ça, mais ça, c'est particulier à chaque demande. Mais ça, c'est vraiment plutôt des éléments assez communs à plusieurs demandes. Je fais une petite aparté sur les rapports finaux aussi pour dans l'avenir. Les annexes de rapports finaux que vous avez pu voir en PDF vont aussi disparaître et vont donc être des formulaires en ligne. Alors, on va vous demander d'être précis dans les chiffres, dans les unités que vous utilisez des mesures, des unités de mesure, oui, pardon, dans les retombées anticipées ou réelles, dépendamment de où a pu se rendre le projet. Dénoncez vos sources de données aussi et vos références. Ça va être bien important à la fois dans les pratiques d'affaires éco-responsables ou dans les projets de technologie propre. On va vous demander aussi d'identifier au moins 2 fournisseurs potentiels. C'est vraiment pour que l'entreprise soit le plus outillée possible pour pouvoir passer à la suite. Et une nouvelle question qui va vous être demandée dans le formulaire donc, de reddition de compte, c'est si l'entreprise accepte, si vous acceptez qu'on recommunique avec vous, que le Fonds écolidaire recommunique avec vous sur l'installation éventuelle de votre technologie. Voilà, des fins statistiques. Est-ce que les projets qui ont été financés permettent d'avoir une installation au bout du compte, un choix, ou est-ce qu'il y a eu une autre idée, ou est-ce que le projet a finalement permis d'avoir un autre projet? Donc voilà, il y aura une question à ce sujet pour vous. Ce qu'on vient vérifier aussi dans les rapports finaux, ça va être l'adéquation entre le rapport final et la demande initiale. Donc, lorsque vous rendez votre rapport final, assurez-vous d'avoir la convention avec vous pour être capable de dire, OK, le FAQTD va pouvoir faire une comparaison et se rendre compte que tout a bien été fait et que les livrables sont complets. S'il manque des choses, si le projet a dû changer en cours de route, faites-nous en part. On est toujours disponible à répondre à vos questions. On sait que parfois, tout varie, beaucoup de choses peuvent varier, puis faire changer les objectifs. Communiquez avec nous d'avance, s'il vous plaît. Et là aussi, on va avoir une attention particulière à la qualité du rapport final de l'expert. Donc, est-ce qu'il y a l'ensemble des données? Est-ce que c'est bien vulgarisé? Est-ce que la communication a été bonne au cours du projet? Est-ce qu'il y a aussi l'évaluation de l'entreprise? Ça, vous le savez. Donc, voilà, on va aussi être porté à regarder la qualité du dossier complet. Je peux vous laisser écrire vos petites questions. Si vous voulez, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Dernière partie de présentation, j'espère que ça va. En théorie, je pense que tous ceux qui sont là savent à peu près de quoi je parle, mais sachez que, et puis je vais le répéter, le réseau des conseillers et des conseillères est disponible pour vous aider, vous accompagner. Au FAQDD, on est toujours disponible aussi pour vous, donc n'hésitez pas par la suite. Alors, plus des modalités administratives. Tout d'abord, les dates à retenir. Vous le savez, mardi prochain, on relance le programme.
Vous le savez aussi, c'est renouvelé pour 1 an. Ça veut dire qu'au 31 décembre de cette année, c'est la date limite pour terminer l'ensemble de vos projets, anciens projets, nouveaux projets de cette année. Tout le monde termine à la même date, au 31 décembre 2023, pour que vous puissiez avoir 60 jours pour déposer votre rapport final. Donc, 60 jours, ça mène au 29 février 2024. Il y a un petit astérix parce que, sachez-le, aucun délai ne pourra être accordé. Malheureusement, au 29 février 2024, c'est après nous qui devons remettre notre édition de compte finale. Donc, on a besoin que vous collaboriez sur cet élément-là. Quand vous planifiez vos projets, sachez qu'il n'y a pas une année complète, il y a quelques mois. Donc, s'il vous plaît, prenez-le en compte parce qu'au 29 février 2024, eh bien, on ne pourra pas repousser la date de dépôt des documents pour le rapport final. Je le répète peut-être, mais en tout cas, je le précise quand même, les dépenses sont toujours admissibles à partir de la date de dépôt du projet. Donc, si vous devez commencer votre projet avant ou si peut-être l'entreprise n'est peut-être pas au courant, faites attention. Toute facture payée, toute activité engagée avant la date de dépôt du projet sera refusée à la subvention. C'est-à-dire que ça deviendra des dépenses exclues du financement et donc ça pourrait vous pénaliser. Cette mesure est toujours en vigueur et aussi, attention, on vous autorise, en tout cas, vous pouvez démarrer le projet à partir du moment où vous déposez. Ça ne veut pas dire que vous allez être automatiquement financé. Donc, attention, ça peut être, si jamais votre projet est refusé, il n'y aura pas de remboursement des dépenses. Donc, ça, c'est des éléments qu'on répète depuis le début. Je le répète pour que ce soit bien clair aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, le plus grand changement, c'est que tout va se passer en ligne. Ce qui ne change pas, c'est que notre site web a toujours la même adresse, www.fondsecoleader.ca. L'onglet financement vous permettra d'accéder au guide du demandeur, volet 1, volet 2, au guide pour la réalisation d'une soumission conforme aux critères du programme, au guide pour la réalisation des factures. Ça, c'est nouveau. On s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup de factures différentes. On vous propose des améliorations si c'est possible dans votre système comptable. Ce serait très apprécié pour qu'on puisse voir à la fin votre matériel, le matériel, il a coûté combien finalement? Est-ce qu'il y a eu vraiment des déplacements? Est-ce que la communication, il y en a eu aussi? C'est vraiment pour pouvoir distinguer dans les différentes catégories de projets que tout a bien été réalisé comme convenu. Donc, si c'est possible pour vous, on vous propose un guide pour vous accompagner. Vous avez aussi les modèles de lettres de confirmation de financement complémentaires. Ça, pour ceux qui ne seraient pas au courant, eh bien, c'est les lettres qui vous permettent de dire est-ce que l'entreprise a eu accès à une autre source de financement, à une autre aide financière, à un autre de privé ou public. Donc, c'est une lettre qui est obligatoire si jamais c'est le cas. Pour le volet 2, vous avez 2 modèles de lettres. Les lettres d'engagement des entreprises membres, document obligatoire aussi, et une lettre de confirmation des services reçus lors du rapport final. Pour les entreprises d'économie sociale, vous allez avoir donc le formulaire d'autodéclaration pour justifier que votre BNL se classe bien comme une entreprise d'économie sociale et le formulaire de déclaration des revenus autonomes. Pour rappel, le Fonds Éco-Leader exige 40% de revenus autonomes minimalement, donc des revenus issus d'activités commerciales. N'oubliez pas, vous avez quand même d'autres documents à fournir. C'est juste que là, c'est les modèles, c'est tous les guides que vous allez retrouver sur le site. Mais si, par exemple, vous êtes une entreprise en démarrage, donc il y a moins de 3 ans d'existence, sachez que vous devez aussi fournir votre plan d'affaires avec votre budget pro forma. Alors, vous allez retrouver ça sur le site du Fonds Éco-Leader dans l'onglet Financement. Et la deuxième étape, ce sera de vous retrouver donc à la même place pour compléter le formulaire en ligne. Le dépôt des documents justificatifs obligatoires se fera à même le formulaire et il sera donc obligatoire, comme je vous le disais, soumission, spécimen et tout autre spécimen de chèque et tout autre document en fonction de votre situation. Vous allez pouvoir enregistrer votre travail pendant 28 jours et vous allez pouvoir aussi partager le lien de votre formulaire avant de déposer. Donc ça, si vous le voulez, le partager à votre conseiller ou conseillère de votre région. Si vous voulez le partager à un membre de votre équipe, ça va être possible. Donc, vous voyez l'image à l'écran, la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vos réponses ont été sauvegardées. Vous avez un lien vers la sauvegarde et vous pouvez l'envoyer à l'adresse que vous souhaitez. Alors, je vous montre rapidement à quoi ça va avoir l'air. Vous avez à gauche la première page, donc les encadrés en bleu, ce sont des consignes, des rappels pour que vous puissiez être orienté. Vous avez donc des questions obligatoires avec des petites étoiles rouges.
que vous allez donc devoir obligatoirement compléter, comme ça le dit. Vous allez avoir aussi des listes de vérification, comme par exemple, assurez-vous d'avoir en main la soumission de votre expert, la preuve que le signataire est autorisé à agir au nom de l'entreprise, etc. Donc, vous pouvez les cocher, ça n'a pas d'incidence, il n'y a pas d'astérix rouge. Donc, c'est plus pour vous un petit pense-bête. Et puis, à droite, je vous ai mis un autre exemple, là, c'est la répartition du budget. Donc, voilà, c'est sensiblement la même chose. C'est sûr qu'il y a une petite adaptation sur la façon dont c'est présenté, mais on n'a rien, comme je vous disais, révolutionné. Donc, ça, ce sont des exemples. À la fin, vous allez avoir une page de documentation. Donc, comme je vous le disais, vous voyez la soumission de votre expert pour être téléversée, la résolution, les documents si vous êtes une entreprise d'économie sociale, votre spécimen de chèque, tout ça va être sur cette page-là. Et finalement, vous allez avoir une dernière page qui va vous permettre de signer. Alors, vous pouvez taper ou écrire votre nom avec votre pad. Et une fois que vous avez signé, vous allez devoir cliquer sur « Envoyer ». Envoyer, le bouton « Envoyer » va vous permettre de donc, faire partir votre demande et vous allez recevoir automatiquement un accusé de réception. Cet accusé de réception, il va vous permettre de vous confirmer qu'on a bien reçu votre demande, qu'elle a été enregistrée et vous allez avoir votre numéro de suivi. Comme d'habitude, le LEA, Vous ne soyez pas étonnés, on a rajouté des zéros cette année, mais voilà, vous allez recevoir un numéro qui vous identifie, qui identifie le numéro de votre demande. Et s'il vous plaît, communiquez avec ce numéro-là quand vous communiquez avec nous. C'est bien important, ça nous permet d'être plus rapide sur la réponse aux questions pour savoir où en est le dossier ou peu importe votre question. C'est plus facile pour nous. Voici ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Comme je le répète, vous avez un réseau de conseillers, de conseillères pour vous guider. Vous avez le site web du Fonds Ecoleader qui reste la même adresse, qui reste le même. Et puis, écoutez, je suis ravie de vous avoir vu, en tout cas de vous avoir présenté ces modifications aujourd'hui. Demain, n'oubliez pas, c'est le jour de la Terre, si jamais, le 22 avril. Vérifiez si vous avez envie d'avoir quelques activités. Et puis, je vais laisser quelques minutes à mes collègues là, pour rassembler 2-3 questions. On a un petit 5 minutes pour y répondre. Donc, écoutez, encore une fois, pour ceux qui pourraient peut-être nous quitter, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que tout ça fera du sens. N'oubliez pas que nous sommes aussi disponibles au FAQTD pour vous aider. On est toujours disponible. Merci beaucoup. Et je le répète, la présentation a été enregistrée. Elle sera mise à votre disposition. Si ce n'est pas cet après-midi, ce sera début de semaine prochaine pour que vous puissiez la réécouter ou l'écouter en différé. Ce sera disponible via notre site web. Vous me direz quand vous serez prête pour les questions, Daniel puis Nora. Merci. Première question qu'on a, qui est revenue plusieurs fois. Le conseiller régional, est-ce que les demandeurs doivent prendre le conseiller régional qui est associé à la région de l'expert ou à la région de l'entreprise qui fait la demande? Écoutez, c'est une très bonne question. Ce qu'on a défini, c'est que c'est plutôt le conseiller ou la conseillère de la région du coordonnateur. Maintenant, ça peut aussi être, si l'expert est plus à l'aise, a déjà un contact rapide avec le conseiller ou la conseillère de sa région, ça peut être aussi lui. Mais on a défini que c'était plutôt au coordonnateur de s'assurer que le conseiller ou la conseillère ait bien été contacté. Donc, prioritairement, conseiller ou conseillère de la région du coordonnateur.
Merci. Une deuxième question qui est revenue très souvent. Si le demandeur a un projet de technologie propre et qu'il a un projet de pratique d'affaires écologiques, est-ce qu'il peut déposer dans chacune des catégories? Est-ce qu'il peut les déposer dans un seul projet? Alors, la nouveauté dans le formulaire en ligne, c'est que vous allez devoir les déposer dans chacune des catégories, donc faire un projet pratique d'affaires éco-responsable et un projet technologie propre. Et on va pouvoir faire le lien entre les deux par la suite. Et vous allez devoir déposer deux projets, mais c'est toujours acceptable d'avoir un projet qui rassemble les deux volets. J'espère que c'est bien ça la réponse, mais c'est juste une question de technicalité. Vous allez devoir déposer deux demandes, mais on va pouvoir les lier ensemble par la suite. Et puis, comment est-ce que comment ça se passe si quelqu'un a déjà déposé un projet dans la première mouture de Fonds Éco-Leader? Et puis, c'est quoi les maximums budgétaires? Est-ce que ça s'accumule? Est-ce que le portefeuille de l'entreprise revient à zéro? Beaucoup se posaient des questions par rapport à ça s'ils ont déjà déposé un projet. Alors oui, c'est une très bonne question, c'est vrai. Non, le compteur ne se remet pas à zéro. Vous continuez de cumuler les subventions que vous avez reçues. Donc, c'est un maximum de 100 000 par entreprise. Et ça continue de s'accumuler là même si vous avez déposé dans l'ancienne mouture. Parce que ça reste, c'est en continuité. Certes, on a mis une pause l'année dernière, mais c'est une continuité Fonds Éco-Leader. Donc, entreprise qui aurait déjà reçu 60 000 de subventions, pourrait encore avoir accès à 40 000 maximum. Parfait. En tout cas, on a pris en note toutes les questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir mettre fin au webinaire. Merci beaucoup à mes collègues qui étaient là pour m'accompagner dans cette heure-là. Merci beaucoup à vous tous, à vous toutes. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Au plaisir de recevoir vos demandes la semaine prochaine et par la suite.